Adama Barrow, le nouveau président, rentrera dès que possible en Gambie. Des soldats assurent la sécurité. Les actes de terrorisme se poursuivent au Mali. Encore 3 soldats maliens tués dans l'explosion d'une mine. Sur les îles Maurice, remous au sein de la classe politique, le Premier ministre passe la main à son fils. Le nouveau président gambien Adama Barrow, réfugié à Dakar, rentrera dès que possible dans son pays où s'est déployée dimanche une mission militaire ouest-africaine pour sécuriser le territoire au lendemain de l'exil de son prédécesseur, Yahya Jammeh. Ces développements interviennent après 6 semaines de crise politique grave née du refus de Jammeh, battu à l'élection présidentielle de décembre, de céder la place à Adama Barrow, contraint de prêter serment jeudi à l'ambassade gambienne à Dakar. Sous d'intenses pressions diplomatiques, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO regroupant 15 pays, l'ex-président gambien a finalement accepté de se retirer après 22 ans de pouvoir et s'est envolé de Banjul pour Conakry samedi soir. Selon des sources officielles guinéennes et la CEDEAO, il a ensuite pris un autre avion pour la Guinée équatoriale, pays dont les autorités étaient cependant encore silencieuses dimanche soir sur sa présence sur leur sol, alors que le principal parti de l'opposition, la CPDS, a dénoncé la décision d'accueillir l'ex-dictateur de Gambie. Adama Barrow à Dakar depuis la mi-janvier souhaite rentrer dès que possible, mais la sécurité en Gambie est encore fragile, a déclaré dimanche son conseiller Mai Fati lors d'une conférence de presse à Dakar. Dans une déclaration lue en son nom par Mai Fati, Adama Barrow a souhaité que les forces de la mission de la CEDEAO en Gambie restent sur place jusqu'à ce que la situation générale sur le plan de la sécurité y ait été globalement rétablie. L'opération durera jusqu'à ce que les conditions de l'exercice effectif du pouvoir de Barrow soient réunies, avait déjà assuré le général François Ndiaye, commandant de la mission. Vétéran de la scène politique mauricienne, Anroud Junot, 86 ans, a démissionné de son poste de Premier ministre. Il lègue les rênes de son gouvernement à son fils, Prawin Junot. Premier ministre pour la première fois en 1982, il jette l'éponge après 2 ans d'exercice sur les 5 années prévues par son mandat. Le renommé, son fils, jusque-là ministre des Finances, est désigné par son père comme un leader plus jeune et plus dynamique. La démission de ce dirigeant de centre droit pourrait provoquer des remous dans cette démocratie stable. Déjà, les partis de l'opposition, même s'ils ne peuvent empêcher cette décision, ont vivement critiqué cette manœuvre. La démission de Anroud Junot est attendue pour ce lundi. 3 morts et 1 blessé grave, c'est le bilan d'une explosion qui s'est produite ce dimanche à 35 km de Gossi, dans la région Tombouctou en direction de Gao, la plus grande ville du nord malien. Selon les explications de l'armée, les victimes, rien que des soldats, étaient une mission d'escorte de militaires maliens en partance pour Gao, lorsque leur véhicule a sauté sur une mine entre les régions de Tombouctou et Gao. Ces morts s'ajoutent à une longue liste de membres de forces maliennes tués lors d'attaques revendiquées par des djihadistes ou qui leur sont attribués depuis 2012 dans ce vaste pays sahélien. Le 18 janvier, une attaque suicide à Gao contre un camp de regroupement des formations signataires de l'accord de paix a fait 77 morts et 120 blessés, selon un dernier bilan encore provisoire, publié ce jeudi par la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Cet attentat a été revendiqué par le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Explosion d'une voiture à Tripoli ce samedi.
L'incident s'est produit près de l'ambassade italienne qui vient de rouvrir ses portes sur le territoire libyen. Le bilan fait état de 2 personnes tuées qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment de l'explosion. Une source des services de sécurité a annoncé qu'il n'était pas possible dans l'immédiat de déterminer s'il s'agissait d'un attentat ou d'une explosion accidentelle. Les victimes n'ont pas encore été identifiées, leur corps étant totalement calciné. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du lieu de l'explosion pour empêcher badauds et journalistes de s'en approcher. La capitale libyenne a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques contre des ambassades et des diplomates. Début septembre, 2 voitures piégées avaient explosé quasi simultanément à Tripoli, la première derrière le siège du ministère des Affaires étrangères et la seconde près de la base navale. Ce double attentat n'avait pas été revendiqué. Fermé pour rénovation après un attentat en 2014, le musée des arts islamiques égyptiens rouvre ses portes. L'événement a conduit la présence du président Abdel Fattah al-Sisi. L'attentat avait endommagé le bâtiment et plus d'une centaine de vestiges. Le 24 janvier 2014, une voiture a explosé devant la direction de la sécurité du Caire, provoquant des dommages dans la façade du musée et dans certains objets et vitrines. Mais Dieu merci, nous avons terminé tous les travaux de restauration, comme vous pouvez le constater. Toutes les pièces qui ont été endommagées dans l'incident terroriste ont été restaurées, et ceci grâce aux efforts efficaces des conservateurs du ministère des Antiquités. Le musée des arts islamiques égyptiens abrite une collection de plus de 100 000 pièces, dont une épée et des objets ayant appartenu au prophète de l'islam, Mahomet. C'est l'un des plus importants musées au monde dans le domaine de l'art islamique. Une veste intelligente capable de diagnostiquer la pneumonie plus rapidement qu'un médecin et devant permettre de mieux combattre une maladie qui fait plus de victimes infantiles qu'aucune autre au monde. L'idée est venue d'Olivia Kuburongo, 26 ans, membre d'une équipe d'ingénieurs marquée par les nuisances que cause une telle maladie. La pneumonie est un gros problème, surtout en Afrique subsaharienne, à cause de la pollution atmosphérique qui vient de l'environnement encombré, des fumées, des carburants et aussi du froid en altitude. Ma grand-mère était malade sur son lit de mort. Elle venait de changer d'hôpital et en arrivant au nouvel hôpital où elle était en soutien respiratoire, ils ont réalisé que le diagnostic du premier hôpital n'était pas bon et il était maintenant trop tard pour la sauver. Avec cette invention, Olivia et les siens espèrent pouvoir éviter à l'avenir ces cas de décès. Le problème que nous essayons de résoudre est de diagnostiquer la pneumonie à un stade précoce avant que ça devienne grave et nous essayons aussi de résoudre le problème du manque de personnel dans les hôpitaux parce qu'actuellement nous avons un docteur pour 24 000 patients dans le pays. Si l'expérience se révèle concluante en Ouganda, elle pourra être rééditée dans d'autres pays africains et dans d'autres endroits du monde où la pneumonie tue des milliers d'enfants. Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche soir du premier tour de la primaire organisée par le PS et aborde le second avec un net avantage face à Manuel Valls grâce au soutien apporté par Arnaud Montebourg, troisième homme comme en 2011. En fin de soirée, sur quelques 1,33 millions de bulletins dépouillés, Benoît Hamon arrivait en tête avec 36,3% des voix, suivi de Manuel Valls avec 31,1%, l'ancien ministre de l'Éducation creusant davantage l'écart au fur et à mesure de la soirée. Suivent Arnaud Montebourg avec 17,5% de suffrages, puis Vincent Payon, 6,8%. Le bon score de la gauche du Parti socialiste dimanche, près de 55% des voix,
et la mise en minorité de la ligne politique et économique du quinquennat incarné par Manuel Valls, s'il se confirme dimanche prochain, pourrait faire les affaires d'Emmanuel Macron. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon. Je vous invite à faire de même, a déclaré dès 21h Arnaud Montebourg, qui a raté son pari en ne faisant pas mieux qu'en 2011, mais se retrouve à nouveau dans la position du faiseur de roi. La participation est toutefois à comparer aux 2 700 000 de votants du premier tour de la primaire d'octobre 2011 et surtout aux 4,3 millions au premier tour de la primaire de la droite. Mais à 3 mois de la présidentielle, quel que soit le gagnant, il sera pris en auto sur sa gauche par Jean-Luc Mélenchon et sur sa droite par Emmanuel Macron, systématiquement placé devant le candidat PS dans les intentions de vote jusqu'à aujourd'hui. Pollution de l'environnement en Chine, le constat est alarmant et interpelle toutes les parties de la société. Une poignée d'avocats chinois portent plainte contre la pollution de l'air. Ils accusent les pouvoirs publics de ne rien faire pour protéger la population. Ces hommes de droit, défenseurs de l'atmosphère, ne craignent aucunement les représailles. Notre objectif principal est d'élever la conscience des gens vis-à-vis de la pollution et de les réveiller sur le fait que le gouvernement devrait porter les responsabilités de son inaction et de sa réponse inefficace. Si on fait les choses suivant la loi et qu'on est arrêté, cela montrera simplement aux gens la nature de notre soi-disant règle de droit. La règle de droit est seulement un slogan, un mensonge. Tout le monde est une victime et est affecté personnellement en respirant de l'air pollué. Nous sommes des avocats et aussi des citoyens et nous sommes aussi touchés par la pollution. Pour la première fois dans l'histoire du premier pollueur de la planète, des citoyens en ont appelé à la justice le mois dernier. C'était au moment où le nord de la Chine suffoquait sous un pic de pollution affectant pas moins de 460 millions d'habitants. Les 6 avocats à l'origine des différentes plaintes déposées devant plusieurs tribunaux locaux assurent que leur combat leur vaut davantage de soutien populaire que les affaires de droits de l'homme qu'ils défendent habituellement à leur risque et péril. Des représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais, a-t-on appris auprès d'un de leurs porte-parole. Cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques, regroupées au sein du CNIRED et celles de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le Burundi est plongé en effet dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. Cette première tentative des forces opposées au président Nkurunziza de s'unir a suscité le scepticisme de nombreux internautes qui ont pointé l'ego surdimensionné des opposants burundais et leur incapacité légendaire à s'unir.